dernière phrase que vous avez remarquée, donc. Je me poursuis de remarquer, les astrologues arrivent par exemple avec des nouvelles techniques de direction et par exemple avec des nouveaux systèmes de vérification, bien tout à coup font usage justement d'astéroïdes qui sont très peu connus, souvent même des fois parfois par des numéros ou bien par des noms tirés de la mythologie. Donc la question est finalement qu'est-ce que ça vaut, comment savoir si ça vaut quelque chose. Peut-être c'est l'expérience réitérée aussi qui permet disons d'un moment donné de déterminer. Donc il peut être une dialectique comme dans toute discipline entre la théorie et la pratique. Et par exemple on a découvert une planète, on lui attribue un nom mythologique et puis de ce nom mythologique on peut en déduire un certain nombre de caractéristiques de détermination. Alors décrire ces déterminations, on peut faire une tentative en fait de confirmation. Et puis si ces confirmations ne jouent pas, eh bien on peut moduler la définition en fait, de la planète en fonction de ce que l'expérience dit. Donc il peut très bien avoir une dialectique entre ces facteurs-là. Je voudrais qu'on arrive maintenant, enfin, parce qu'apparemment il y a des choses qui ont été dites, notamment par exemple, M. Winkelmann nous a parlé d'une certaine représentation qu'on a souvent de l'histoire de l'astrologie, comme quoi astrologie et astronomie seraient liées, auraient été liées. Bon, je crois que ce sont des... Bon, moi je suis historien de l'astrologie, je pense que ce sont des représentations de l'histoire de l'astrologie qui sont à revoir. Hein. Ils sont à revoir, parce que c'est pas parce que vous avez lu dans la bouquin d'histoire de l'astrologie que c'est comme ça, Même à l'époque, pour monter un thème, il n'y avait pas d'éphéméride. Donc il fallait quand même connaître un bout. Non, mais je suis d'accord. Non, mais on est en train de parler de savoir si ce sont si l'astrologie et l'astronomie. Non, mais personne ne dit qu'il ne faut pas être astronome pour faire de l'astrologie. Mais la question est de savoir jusqu'à quel point les astrologues dépendent des astronomes au niveau de ce qu'on peut appeler la méta-astronomie. Parce qu'il ne faudrait pas confondre une seconde la capacité d'un astronome d'étudier une planète et la compétence et la légitimité quelconque qu'il aurait à la nommer. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, ça n'est pas du tout du même niveau de scientifique. Que les astronomes appellent les signes zodiacaux comme ceci ou comme cela ou même comme ça n'a rien à... Eux-mêmes, ils ne considèrent pas que c'est scientifique quand ils disent ça. Aucun astrologue va vous dire qu'il fait de la science quand il nomme un objet ou quand il désigne un lieu je crois qu'il ne devrait pas mettre dans le même sac le travail matériel de l'astronome avec un nécessaire besoin de désignation, mais qui pour lui ne mange pas de pain. C'est-à-dire pour lui c'est n'importe quoi. Et même si c'est de la première, ils se prennent pas au sérieux les astronomes quand ils font ça. Vous croyez quand même pas qu'ils se prennent au sérieux? Oui, ça c'est clair, mais peut-être qu'il leur faut un nom, peut-être que c'est aussi une attribution qui leur est donnée, c'est un privilège qui leur est donné. Alors je pense c'est de pouvoir nommer les choses, c'est aussi d'avoir un certain pouvoir sur les choses, disons, d'avoir un attachement, un contrôle des choses pour les nommer. Ça c'est clair. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une sorte de double bind, encore une fois, que l'astronome, à la fois, est le premier adversaire de l'astrologie, et à la fois, il alimente l'astrologie en tout un ensemble de dénominations. Alors, où est-ce qu'il est, l'astronome? Parce que, dans la limite, il n'est pas du tout en train de nous... Les astronomes sont les derniers à dire que ces planètes ont une quelconque action. Disons qu'il faut mettre en compte que les astronomes ont réellement intérêt à démolir l'astrologie. N'oublions une chose, de quoi vit l'astronome? Finalement, l'astronomie est une science parmi les plus inutiles. On dépense des milliards pour envoyer des sondes dans l'espace, pour les télescopes géants, mais en fait, pour l'homme du quotidien, de connaître par exemple la composition chimique d'une étoile lointaine, ça n'apporte rien à sa vie au quotidien. Est-ce que vous croyez que pour autant les astronomes nomment ces planètes d'une certaine manière dans l'espoir que l'astronomie serve à quelque chose? Disons que l'astronomie, elle a besoin aussi de se justifier, à quelque part, de justifier ses crédits. Nous, peut-être, aussi la nécessité absolue de démolir l'astrologie, parce que c'est un concurrent. L'homme ordinaire peut se poser la question, dans le fond, qu'importe la composition chimique de Saturne, ce qui m'intéresse, c'est Saturne dans mon thème natal, parce que Saturne nous apporte ici-bas. Il est clair que si tout d'un coup les choses se détournent de l'astronomie, on attache moins d'importance à l'astronomie, un peu plus à l'astrologie, c'est en fait des prébendes qui sont massées. Ce sont des crédits peut-être qui peuvent être coupés. C'est du prestige aussi qui est rabattu. Il est clair que l'astronome, un professionnel, et aussi le psychologue pour des raisons tout à fait compréhensibles, n'a absolument intérêt à défigurer l'astrologie, à la péjorer. Ça c'est clair. Par exemple, Jean-Claude Becker, un des plus farouches adversaires de l'astrologie, comme par hasard, il est astronome, c'est pas pour rien. Enfin, vous vous rendez bien compte que quelque part, ce travail que
les astronomes peut être parfaitement une tentative de sabotage de l'astrologie, à la limite. Mais c'est bien ce qu'ils essayent de faire, mais simplement souvent... Ils nourrissent l'astrologie avec tout un ensemble de nominations plus ou moins parvenues, et ils savent que les astrologues se nourrissent avec ça, et ils savent très bien qu'à terme, c'est l'astrologie qui se déconsidère. Et aussi peut-être une volonté de pas d'indifférence. Ça veut dire que les astronomes disent de toute façon, a priori l'astrologie est une fausse science, nous n'avons pas à nous en occuper. Et puis ils s'occupent au contraire de leur travail, et puis c'est tout. Donc en fait, que les planètes soient nommées comme ceci, comme cela, que le nom arrange ou pas des astrologues, pour eux ça leur est égal. Eh bien voilà. Mais c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a pris les astrologues tout d'un coup de vouloir attacher de l'importance à ce travail des astronomes? Mais c'est que l'astrologie est fondée sur l'astronomie. On ne peut pas faire économie de l'astronomie. Ah non, elle est fondée sur l'astronomie, donc tout ce que les astronomes inventent, il faut l'utiliser, y compris les noms des planètes. Alors pas nécessairement, c'est l'expérience, une fois de plus, qui fera la différence. C'est pas parce qu'un astronome a nommé une planète d'une certaine façon que par l'expérience conjuguée, ça veut dire de nombreux astrologues pendant un certain nombre d'années. N'oubliez pas que plus une planète est éloignée, plus son cycle de révolution est long. Donc on détermine qu'on fait un cycle de révolution, par exemple, c'est que ça doit 500 ans. Alors, il en faudra du temps avant qu'on arrive à avoir une bonne image, par exemple, de Eris. Alors on peut mettre cette planète à l'étude. C'est donc ni une acceptation, ni un flux. On peut dire, je mets cette planète à l'étude. Elle m'intéresse, mais je suis prudent dans son histoire. Alors ce qui est encore plus machiavélique, c'est que justement, si on suit votre propos, les astrologues vont se casser la tête à mettre à l'étude ce genre de choses. C'est-à-dire, au lieu de faire un vrai travail sur l'astrologie et sur ses fondements, ils vont perdre leur temps à faire ce genre de recherche. Non, mais non, parce que ça va les détourner des vraies recherches, en fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'une vraie recherche? Par exemple, il y a une nouvelle planète qui arrive, dans quelle mesure ça va changer l'astrologie, lui apporter quelque chose? C'est aussi une recherche de fond. Il y a plusieurs axes de recherche dans l'astrologie, il n'y en a pas qu'une seule. Bien sûr qu'on peut faire la recherche de fond, par exemple, remettre en question les modalités contemporaines de l'astrologie, selon ses significations des maisons, ce genre de choses-là. C'est vrai, ça c'est clair, mais c'est encore un autre problème. L'astrologie, c'est pas univoque, c'est pas un problème. Ce n'est beaucoup, par exemple, il y a des domifications. Pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des thèmes tropicaux et d'autres sidéraux? Ce sont encore des problèmes à résoudre, tout ça. Alors, il est clair que c'est des tas de choses qui arrivent. Il faut des recherches, plusieurs recherches dans plusieurs directions. Alors, à propos de ce sujet-là, il y a la question de savoir justement comment est née l'astrologie. Parce que l'astrologie, parce qu'il y a aussi, sur ce point, il y a deux débats. Est-ce que l'astrologie, c'est un moment particulier de l'histoire humaine où les êtres humains ont intégré le cosmos tel qu'ils le connaissaient à ce moment-là dans la psyché humaine, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que les choses se sont établies et constituées, et pas plus tard, ou bien c'est un processus qui s'est fait en dehors de l'être humain, en dehors des êtres humains, et qui donc existe en dehors même de leur conscience, et à ce moment-là, en effet, puisqu'on découvre de nouvelles choses, eh bien ça doit jouer. Donc c'est une idée, donc c'est soit vous coupez complètement de l'anthropologie, ça vous coupez totalement de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire vous n'admettez pas que l'astrologie soit un produit d'une certaine civilisation, d'un certain état de connaissance qui a été intégré et qui a été programmé, ou bien soit vous acceptez ça, soit alors vous dites que l'astrologie c'est quelque chose qui existe en dehors même de l'homme. Mais on peut accepter les deux, comme je l'ai dit au départ, l'astrologie c'est comme un oignon avec un noyau dur et puis des couches. Il est clair qu'il y a cette relation macrocosme-microcosme. On pourrait imaginer par exemple que Hermès, dans un temps reculé indéfini, aurait éventuellement inspiré les hommes, aurait enseigné peut-être des bases. Là-dessus, avec le temps, si cette chose est avérée, je ne sais absolument pas, je n'étais pas là à cette époque-là, mais avec le temps, éventuellement, il y aurait eu une réinterprétation, il y aurait eu peut-être d'autres besoins des nouvelles planètes, peut-être, qui sont un peu peut-être, sûrement, qui sont intervenus à l'époque l'éclair peut-être de Hermès, si tant est qu'il ait existé. Et alors, il y a un autre problème, cher monsieur, c'est qu'on a abordé tout à l'heure plutôt temps, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas submergé carrément par le nombre de facteurs planétaires à considérer? Ben ça c'est certain. Bon, est-ce que ça ne fait pas encore, est-ce que c'est pas un danger majeur encore une fois? Est-ce qu'on n'est pas une sorte de sida, c'est-à-dire de sida psychique, qui fait que l'astrologie se trouve confrontée à un nombre, à une multiplication incroyable de facteurs qui vont s'entremêler et qui vont d'ailleurs brouiller le message des
des précédents facteurs. Donc on va avoir une sorte de brouillage général qui est produit par justement cette intégration. Est-ce que vous en êtes conscient? Bien sûr, je suis absolument conscient du moment où on multiplie les méthodes de direction, on multiplie par exemple aussi les nombres d'astéroïdes, c'est clair qu'on multiplie des fois au carré ou au cube le nombre de termes qu'il faut tenir compte. Alors, à un moment donné, justement, il faut faire un choix et chaque astronaute fait son choix en fonction de ce qu'il est, en fonction des besoins aussi du moment. Ça c'est clair. On en revient donc à cette idée, voilà. Donc Monsieur Bianchi, donc la question qui se pose, on va essayer de la poser de manière un peu plus raisonnable, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que l'astrologie a besoin d'un nombre infini de facteurs à combiner? Voilà. Bien sûr que l'être humain a besoin de se disperser, mais plus on a de facteurs, plus on se fout dedans, c'est bien clair. Parce que si on arrive un jour à 10 000 planètes, comment est-ce qu'on saura, parce qu'on n'est pas loin, hein, enfin je veux dire avec les astéroïdes et tout, enfin disons 1000, comment est-ce qu'on saura qui fait quoi? Je veux dire... Et surtout ça va noyer les précédentes, ça va noyer les... Ça fait partie du monde, il faut faire bouger, il faut des choses et tout. S'il y a 3 personnes qui sont pas bons dans ce restaurant, on va les repérer. Si on est 300, on va plus savoir où on en est, qui c'est qui pue, qui c'est qui a le sida, qui c'est qui a ci, qui c'est qui a ça. Donc c'est clair après, il y a des gens, moi j'ai connu, j'étais sous des cours avec Philippe Bion, qui a fait les livres sur les astéroïdes. À l'époque, il y a 15 ans, il connaissait par cœur tous les astéroïdes, il avait l'interprétation pour tout, mais il faisait qu'une consultation. Jean Bion. À l'époque, il faisait 1 ou 2 consultations par semaine. Je veux dire, c'est un chercheur. Et quand on parlait avant, il faut de tout. Il y a des gens qui sont des chercheurs, qui sont peut-être pas très bons au niveau interprétation. Il y a des gens qui appliquent. Et on a besoin, en effet, des deux. Parce que les chercheurs, il y en a qui sont très intuitifs, qui sont même médiums. Donc, entre la médiumnité, entre l'information qu'ils reçoivent, le moment où une planète est découverte et ce qui se passe sur Terre, ils vont faire une observation de ça. Et si nous on observe Uranus depuis Pluton, le moment de la découverte de ces 3 planètes correspond très bien à ce qu'on en dit. Donc maintenant, après, on va mettre des astéroïdes et plein de choses, je veux dire, il faut voir. On va se noyer, au moins on va se noyer. C'est à chaque astrologue de savoir ce qu'il peut se faire. Parce qu'il y en a, hein, les parts de fortune, il y a les portes invisibles, portes visibles, portes invisibles. Avec les lunes noires, on en fait déjà 8. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les astéroïdes. Je voudrais intervenir, vous pouvez tenir la caméra une seconde. Je voudrais revenir à ce que disait M. Winkelmann. Je voudrais quand même qu'aujourd'hui, effectivement, quand quelqu'un apprend l'astrologie aujourd'hui, il y a des questions qui ne se posent pas. Parce que il a l'impression que toute la mythologie a été intégrée par l'astrologie. Et maintenant, si vous regardez uniquement le septénaire, vous apercevez qu'il y a des dieux qui ne sont pas là dans le septénaire. Or, on a fonctionné dans le septénaire pendant des siècles. On n'a pas Neptune, on n'a pas Pluton, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comment expliquer l'absence de ces dieux, de ces forces? Bon, deuxièmement, est-ce qu'une planète comme Saturne, le dieu Saturne par exemple, c'est sur le plan de la mythologie, de la signification mythologique, c'est pas un dieu très intéressant. C'est le dieu des enfers ou le dieu des océans, il est infiniment plus intéressant que Saturne par exemple. Donc, je suis pas sûr que la mythologie n'est pas réductible à l'astronomie d'ailleurs. L'astronomie ancienne n'est pas réductible à la mythologie, on est d'accord là-dessus. La mythologie ancienne est beaucoup plus riche que l'astronomie. Donc ce que les astronomes ont véhiculé pendant des siècles, c'est très peu de choses par rapport à la mythologie. Donc faire identifier astronomie et mythologie, c'est pas possible. Ça l'est aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Et encore, mais autrefois ça n'était pas le cas. On voit bien que les astronomes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient 5 planètes à nommer. Il leur fallait trouver 5 dieux. Et ben ils ne pouvaient pas tous les prendre. Donc ils ont pris ceux qui... Donc contrairement, il ne faut pas idéaliser ces astronomes. Ces astronomes, ils ne sont pas plus intelligents aujourd'hui qu'hier. Et contrairement à ce que vous croyez, ils ne sont pas forcément dans de mèche avec les astrologues. Loin de là. Ils ont des besoins qui ne sont pas les mêmes. L'astronomie a une vocation à décrire totalement le monde. La dimension de l'astronome, c'est de décrire le ciel aussi complètement que possible.
le ciel réel autant aussi complètement que possible. Est-ce que la fonction de l'astrologue, c'est de faire cela? Pas forcément. La fonction de l'astrologue, c'est de se demander à quoi sert le ciel. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce ciel? C'est pas de décrire le ciel aussi complètement possible, c'est pas la même vocation. Comme par exemple, si on va au restaurant, par exemple, on vous donne une carte des plats, ne mangez pas tous les plats qu'on vous propose. Vous choisissez un plat parmi ceux qu'on vous propose. Hein? Donc on n'est pas obligé, parce qu'on est au restaurant, de manger tout ce qui est au menu, mon vieux. Donc on fait la même chose, l'astrologue, il a aussi un choix à faire. Il a un choix à faire, et l'astrologie a fait un choix. Donc je reviens à mon problème. Les astronomes, ils avaient 5 planètes à nommer, il a fallu qu'ils trouvent, ils piquent dans le capital mythologique un nombre de dieux qui était forcément très, très inférieur au nombre de dieux qui étaient existants. Ils n'ont pas forcément même trouvé les dieux les plus importants. Quand on connaît l'importance de Pluton et de Proserpine, non pas en tant que planète, mais en tant que dieu, la dialectique entre l'enfer, la CRS, etc., on est compte que vous croyez que si vraiment l'astronomie avait quelque chose à voir avec l'astrologie, elle aurait laissé de côté des dieux aussi importants que Cérès ou Neptune ou Pluton, mais pas du tout. Donc ça montre bien qu'il faut absolument pas sacraliser ce lien entre astrologie et astronomie. Les astronomes, ils ont leurs principes, ils ont leurs méthodes, ils ont leur cahier de charge, ce ne sont pas ceux des astrologues. Alors aujourd'hui, le problème devient confus parce qu'effectivement, les astronomes, depuis, ils ont rattrapé le coche. Depuis les astronomes, alors, donc, un étudiant en astrologie aujourd'hui qui vient étudier l'astrologie, ah bon, ben, il apprend Uranus, Neptune, Pluton, à la limite, il peut croire que l'astrologie les a toujours connus, ou il peut croire que l'astronomie les a toujours connus. Mais nous, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ces dieux n'existaient absolument pas en astrologie. De la même façon, par exemple, le zodiaque. On va aussi sacraliser le zodiaque. On va dire, puisque les astronomes sont des astrologues, forcément, ils maintiennent les intérêts. C'est comme quelqu'un qui dirait, j'ai confié mes affaires à quelqu'un, je suis convaincu que cette personne-là va bien gérer mes affaires. Et on s'aperçoit qu'en réalité, cette personne-là, elle a tout autre intérêt à faire que gérer vos affaires. Alors ne vous fiez pas aveuglément au travail des astronomes en disant, oh ben écoutez, hein, on va leur faire confiance à des astronomes, hein, ils gèrent bien mes biens. Bon, pas du tout. Dans le cas du zodiaque, par exemple, ils ont effectivement conservé, moi je suis historien des textes, donc je sais parfois que par exemple, il y a des textes qui ne sont conservés que par des traductions ou par des critiques, parfois le texte d'origine a disparu. Alors, il ne nous est transmis que sous des formes corrompues, par exemple. Par exemple, regardez, on pourrait imaginer, je vous donne simplement un scénario, on pourrait imaginer que bien, par exemple, imaginez que vous êtes peintre, on vous demande de décorer une cathédrale. On vous dit, voilà, monsieur Winkelmann, il y a 6 vitraux à concevoir. Voilà. Vous allez vous inspirer de l'évangile. Alors, monsieur Winkelmann, il n'a que 6 vitraux à concevoir. Donc, il y a peut-être 30 ou 50 scènes dans l'évangile à prendre. Bon, il va en prendre 6. Parce qu'elles sont plus décoratives, parce que ça l'inspire plus, etc. Bon. Après, on a perdu l'évangile, on arrive en disant, monsieur Winkelmann est certainement la source de l'évangile. Donc, ce que monsieur Winkelmann a retenu, c'est forcément la vérité. Alors que monsieur Winkelmann, il n'en avait rien à foutre. Monsieur Winkelmann, il avait 6 trucs à faire, il en a pris 6 sur les 30, et puis c'est tout. Eh bien, les astronomes, c'est pareil, ils avaient 5 planètes à nommer, ils avaient 5 dieux à prendre, il ne faut pas croire, et vous croyez qu'ils les ont pris dans un ordre forcément... Alors c'est vraiment merveilleux de dire, ah oui, mais ces gens-là, ils étaient astrologues. Donc comme ils étaient astrologues, ils ne pouvaient pas trahir la cause de l'astrologie. Ils avaient forcément, dès le départ, des raisons de faire. Quand on regarde le zodiaque, je suis désolé de dire, le zodiaque, et ça je dis ça en passant, je vous donne un exemple très simple. Prenons le dialectique Cancer-Capricorne. Hein, c'est classique. Cancer-Capricorne. Le Cancer. On nous dit le Cancer, signe casanier, signe de la maison.
par exemple. Bon. Or, le cancer, c'est quoi le cancer? Le cancer, c'est le solstice d'été. Quand est-ce qu'on reste le plus souvent chez soi? En été ou en hiver, monsieur Winkelmann? Vous avez qu'à regarder toute l'iconographie. C'est pas le signe de la maison, c'est le signe de la famille. Non. Mais peu importe. À la base, la question c'est que il y a une... Je sors avec mes enfants au parc. Je vais au jardin Robinson avec eux. Oui, bien sûr. C'est une casagne. C'est ça. Il faut interpréter juste. Oui, c'est ça. Et puis j'ai une remarque à propos de toute cette affaire des dieux. Hein. Il faut quand même se dire, les fameuses 5 planètes de départ, c'est pas les Grecs qui ont mis des dieux sur ces planètes. C'est les Mésopotamiens qui avaient leur propre dieu. Et les Grecs arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils l'appelaient Astarté, celle-là. Et chez nous, c'est qui ou juste? Ah, mais c'est comme Aphrodite. Ça change quoi? Mais ça change tout. On a l'impression qu'on nous dit, oui, les Grecs, les philosophes grecs auraient choisi le nom de ces planètes, ils n'auraient pas pris plus de temps. Et c'est pas eux, ils n'ont rien fait, ils ont fait que des traductions. Alors il faudrait demander aux Sumériens ce qu'ils ont voulu vraiment faire. Oui. Il faut remonter là. Donc il faut avoir, comment dire, la lecture des évangiles. Il faut avoir quelqu'un qui lit, en fait, l'écriture cunéiforme. Oui. Sinon, on est des sottises. Bon, alors là. Vous avez qu'à consolider, alors, l'histoire Babylone, on la connaît, la mythologie babylonienne, on la connaît, elle n'est pas réductible aux 5 planètes de l'astrologie. Bien sûr. Donc, ça serait dire miraculeux. Alors, ils ont choisi 5 planètes, mais pourquoi? Il ne faut pas se poser la question, pourquoi les Grecs ont choisi ces planètes-là? C'est pas eux qui l'ont. Nous, on pense grec, il faut aller demander aux Sumériens, il y a mais ça, on reste le poser. Il y avait 5 planètes à nommer, on en a pris 5 dieux pour les nommer, quoi. On a pris 5 énergies. Oui, d'accord. On connaît bien ce discours. Alors, donc, le problème, je reprends le problème de cancer Capricorne. On n'est pas dans l'apologie, on est obligé de défendre tous bec et ongles, on a essayé à tout prix de sauver. Bon, donc, effectivement, le problème, c'est qu'il y a une inversion qui est faite. C'est facile à comprendre, il y a une inversion qui s'est faite. C'est-à-dire que normalement, quand on citait par exemple le Thierry Job, non, mais vous. Ah ouais, d'accord. Le Thierry Job du duc de Berry, par exemple. Regardez, par exemple, la scène que nous avons là, c'est une scène, on la trouve exactement dans les Thierry Job pour le mois de janvier et février. Des gens qui sont attablés dans une maison au coin d'un feu. Voilà. Ça, vous n'avez qu'à penser que c'est aussi dans le tarot, c'est aussi dans le calendrier des bergers, etc. C'est ça. C'est une scène d'intérieur, et même plus sur l'intérieur, il y a des bouteilles. Sur la table, il y a des bouteilles. Et ces bouteilles, c'est les bouteilles du Verseau. Donc, effectivement, il y a une vie, une sociologie des saisons, il y a une sociologie de l'hiver, une sociologie de l'été. L'hiver, on reste au coin du feu, chez soi, enfermé dans sa maison. L'été, on sort en plein air, on se balade, etc. Bon, c'est clair. Comme par quel miracle? Par quel miracle? On est arrivé à faire du cancer, qui est le signe par excellence de l'été, lui donner, lui conférer en quoi que ce soit une symbolique liée à un enfermement et à un réchauffement, c'est incroyable. Alors pourquoi ça s'explique? Parce que on sait très bien qu'on calcule les maisons à l'envers, il y a toutes sortes de maisons. Mais c'est pour vous dire qu'il ne faut absolument pas aduler ou adorer la transmission qu'ont fait les astrologues, qui n'en ont rien à faire de l'incohérence ou de la cohérence du zodiaque. Ça leur fait ni chaud ni froid. On ne doit pas se fier aveuglément à ce que les astronomes ont gardé de tout cela. Et deuxièmement, si vous avez visité l'exposition sur Babylone, eh bien vous avez le dieu Marduk. Le dieu Marduk, on vous explique dans la mythologie babylonienne que le dieu Marduk, il a pris le pouvoir sur l'ensemble des dieux. C'est le dieu dominant, c'est une sorte de précurseur du monothéisme. Donc là encore, on a une mythologie où on nous explique quelque part qu'on n'est pas forcément obligé d'accepter tous les dieux, mais qu'il y a parfois un dieu qui domine, qui l'emporte. Donc voyez-vous, là, il y a aussi tout un champ de recherche pour l'astrologie. L'astrologie, puis il pourrait y avoir une planète qui, à un moment donné, polarise l'énergie, et non pas tous les dieux. On retomberait à ce moment-là dans une logique monothéiste et non pas une logique polythéiste. Donc il y a des tas de choses. Donc si vous voulez entrer dans Babylone, alors là, effectivement, vous avez l'exemple même, c'est un allé à Paris il y a une exposition Babylone, on vous explique clairement que l'histoire de la mythologie babylonienne, c'est l'histoire de Dieu qui, à un moment donné, il y a un seul Dieu qui l'emporte. Alors ça a donné, c'est un peu le cas de Jupiter, c'est un peu le cas de Zeus, et puis ça a donné quand même le Dieu de la civilisation judéo-chrétienne, d'une certaine manière. Alors est-ce que, c'est une question que je vous poserai pour faire un peu de pause, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un rapport entre l'astrologie et la religion judéo-chrétienne?
est-ce que pour vous ça fait problème? Est-ce que l'astrologie est intégrée dans le monde judéo-chrétien? Et est-ce qu'elle serait pas mieux intégrée si elle avait un rapport au cosmos qui serait plus de l'ordre de la polarisation mardoukienne, c'est-à-dire une polarisation sur un dieu central, plutôt qu'une sorte de multiplication des dieux annexes et secondaires qui auront chacun leur propre domaine. Est-ce que est-ce qu'il y a ici des gens qui ont une sensibilité religieuse, ceux qui sont et puis plus exactement, est-ce que l'astrologie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle s'intègre dans le monde judéo-chrétien? On voit les zodiaques dans les cathédrales, hein. Donc, le reste, c'est vrai. Je n'ai pas été étudier la suite. Mais l'astrologie n'a pas forcément à rentrer dans les problématiques des astronomes. Absolument pas. Mais ni même du théologien, finalement. Qu'est-ce que vous entendez par théologien, monsieur On Marty? parlait beaucoup de monothéisme. Oui. Le monothéisme. Mais avant le monothéisme, il y avait Marduk. Avant le monothéisme, bon, je veux dire, on est plutôt dans une dialectique ici. Avant la poule d'œuf, je sais pas. Il y a effectivement, là ça pose un problème très intéressant, c'est-à-dire au niveau de la prévision. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez une conception dialectique de la prévision? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moments où pour vous, l'individu, parce que c'est un thème important notamment dans l'école de Rudyard, est-ce qu'il y a des moments où l'individu est plus centré sur son individualité, c'est-à-dire sur sa spécificité personnelle, et d'autres moments où au contraire il participe d'une dynamique collective, par exemple. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'à ce moment-là, il y a bien cette dialectique entre d'un côté un monde polythéiste extrêmement diversifié, et à d'autres moments une polarisation sur un facteur qui devient un facteur d'unification. Est-ce que par exemple, vous, M. Bianchi, pour prendre comme exemple, est-ce que dans votre message à votre client, vous lui expliquez, est-ce que vous lui expliquez une certaine philosophie que l'astrologie a du monde, de l'histoire du monde, de l'histoire des gens, est-ce que vous lui expliquez en dehors des spécificités de tel instinct, de tel moment, est-ce que vous lui dites que dans les grandes lignes, il y a une dynamique, il y a une dialectique, quel est le regard que l'astrologie porte sur le monde et donc sur l'individu? J'explique pas ça à mes clients. Vous faites du cas par cas. Vous ne les préparez pas vous ne leur expliquez pas une certaine idée du monde, une idée de leur vie, une idée de l'existence. Je peux leur expliquer une notion de ce qu'on peut penser du destin, un peu autour de cette phrase de Jung, celui qui continue de vivre dans l'inconscience, ou celui qui n'amène pas les choses en conscience continue de vivre son destin, c'est un destin qui tourne. C'est à ce niveau-là que, pour moi, les choses sont importantes. Est-ce que parmi vous avez, par exemple, monsieur, quand vous pratiquiez l'astrologie, est-ce que vous aviez une sorte de cri, donc une cri en quelque sorte existentiel, pour expliquer aux gens qu'ils peuvent passer par je dirais pour simplifier, des hauts et des bas, des processus dans un sens puis dans l'autre, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de dialectique dans la façon dont vous expliquez aux gens que leur vie allait fonctionner, comment ça se déployer? Dialectique dans quel sens exactement dans le cadre de l'interprétation? On peut vous donner des exemples, mais je laisse libre la question. Dialectique, c'est-à-dire quoi et quoi? C'est-à-dire, dialectique, ça veut dire quoi la dialectique? Ça veut dire, parce qu'en fin de compte, quand on parle d'un pôle unique, on est forcément dans la dialectique en réalité. C'est toujours le pôle de la multiplicité. Donc enfin, on peut dire dans ce cas une relation organique, à savoir qu'un tout, par exemple, peut être constitué de parties. Aussi, par exemple, je suis un individu unique, qui n'a pas de commun, mais je suis constitué d'organes. Et ces organes, eux aussi, par exemple, les bras, les jambes, etc., sont constitués de cellules. Et puis ces cellules, à leur tour, sont constituées d'organes. Et donc en fait, on peut dire que le rapport dialectique entre l'un et la multiplicité, il existe dans la relation organique. Mais pour revenir au problème judéo-chrétien, je peux dire que l'Église a condamné l'astrologie pour une raison précise, c'est que le Seigneur aimant sa créature lui donne la liberté, y compris la liberté de pécher. Or, si l'astrologue dit par exemple que si tel homme a péché parce qu'il est contraint par les uns, par exemple par un mauvais Saturne, un mauvais Mars ou un mauvais, par exemple, Vénus, par exemple, à commettre un péché, comment expliquer la liberté de l'homme dans ce cas-là?
Alors, l'astrologie est condamnée par l'Église pour ça, sauf, par exemple, à titre prévisible pour les moissons. Par exemple, pour ce genre de choses, disons, une astrologie pratique, par exemple, oui, typiquement pour l'agriculture, ce genre de choses-là. Mais l'astrologie personnelle est condamnée par l'Église. Oui. Non mais ça, il y a des faits historiques quand même. On peut faire une histoire des rapports entre l'Église et l'astrologie. Mais la question c'est effectivement, structurellement, est-ce que la position de l'astrologue est compatible avec celui de l'Église? Même ça peut être question de savoir si à un moment donné, elle n'a pas toujours été condamnée. De toute façon, c'est pas donc ça. L'histoire des relations. Bon, c'était pas exactement la question de savoir si factuellement, à un moment donné, l'astrologie a été condamnée ou pas, mais si effectivement elle est compatible. Mais pour revenir à votre question sur la dialectique, ça veut dire quoi? En fin de compte, paradoxalement, la dialectique, ça veut dire, quand on choisit un pôle, quand on met l'accent sur un pôle, il y a aussi toujours le problème de l'absence du pôle. Donc, dès que je choisis le 1, j'ai le 2, forcément. Hein. J'ai le 1 et puis j'ai l'absence du 1. Donc c'est quelque chose d'autre. De même que par exemple j'ai le jour, donc forcément quelque part il y aura la nuit. Donc, ou bien vous expliquez à la personne par exemple qu'il y a des moments qui sont des moments, disons, de pôle positif et puis d'autres de pôle négatif, ou de pôle de rassemblement et des pôles de dispersion, enfin peu importe. Ou bien alors vous êtes dans un discours éclaté et à ce moment-là, il y a toujours des cas particuliers, mais vous ne dispensez pas à la personne une grille facile de compréhension. Le grand problème est là, c'est qu'en fait, l'astrologie, vous pouvez tenir une seconde s'il vous plaît, l'astrologie, aujourd'hui, elle n'a pas de grille à proposer au niveau du grand public. Elle propose des grilles au niveau des 12 signes, mais quand on demande aux gens qu'est-ce que l'astrologie annonce, ou plus d'accord, quels sont les outils, quelles sont les catégories que l'astrologie propose au niveau du temps, au niveau prévisionnel, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Il ne sait rien à ce sujet. Il va vous dire l'astrologie, elle fait des prévisions avec les planètes, ou l'astrologie, elle fait... Mais il ne maîtrise pas, il ne connaît pas, il a les astrologues eux-mêmes peut-être pas non plus, il n'est pas capable de dire, d'après l'astrologie, voilà, il y a des phases X et des phases Y, par exemple. Ça n'est pas dans le champ du discours du public. Donc finalement, il y a à ce niveau-là, on parlait tout à l'heure de l'image, finalement, les gens, le public, il sait simplement que si je vais voir l'astrologue, il va me dire des choses sur mon avenir. Mais en fin de compte, le type, il arrive uniquement avec oui, moi je suis du bélier, je suis du taureau, il n'a aucune grille au niveau prévisionnel, il n'a aucune grille au niveau cyclique. Si, bien sûr qu'il y a, par exemple, théorie des âges. Ça veut dire, par exemple, on a attribué aux différents âges de la vie une influence planétaire. Par exemple, les tout premiers âges sont les âges, par exemple, lunaires, typiquement à l'enfance. Et ça se termine ensuite par l'âge saturnien, qui est l'âge de la vieillesse. Et ça, le public le connaît, cette théorie des âges? Mais évidemment, tous le connaissent, mais peut-être aussi peu s'y intéressent. C'est aussi voir pourquoi les gens étudient l'astrologie, pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent, qu'est-ce qu'ils attendent. Et puis de refaire cette théorie des âges, je suis désolé de vous dire, monsieur Roux, cette théorie des âges, elle n'est pas du tout articulée sur les mouvements planétaires. Bien sûr qu'elle n'est pas du tout articulée. C'est pas du tout une grille planétaire. C'est pas du tout une grille. Ça veut dire de décrire. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout articulée là-dessus. Alors, effectivement, la théorie des âges a l'avantage de proposer une sorte de simplification de l'astrologie. Mais donc, puisqu'on va vous dire, voilà, à un moment donné, ça. Mais malheureusement, cette simplification de l'astrologie, c'est une sorte de subterfuge, puisqu'en fait, on va vous dire, effectivement, à tel âge, on est dans une sorte de logique saturnienne, ou à tel âge, etc. Mais c'est unique, on est complètement dans l'analogie, on a absolument, ça n'est pas une réalité planétaire. Par exemple, il y a les transits de planètes lourdes, à partir de Jupiter, par exemple, déjà c'est meilleur. Alors, en plus, même si on utilise les planètes lourdes, on n'a pas de sinusoïdes. Bien sûr, on a des cycles planétaires. Oui, mais on a 10 000 sinusoïdes, donc on n'a pas une sinusoïde. On n'a jamais le même fait. Regardez, pendant les saisons, dans les saisons, vous avez le printemps, l'été, l'hiver, etc. C'est une sinusoïde. C'est chaque fois la même chose. Avec les cycles planétaires, c'est la même chose. Non, un cycle planétaire, mais si vous les multipliez, les cycles planétaires, justement, c'est ça, disons, l'intérêt de la question, c'est qu'en fait, il y a une double nature, la notion de cyclique. Quand on a un ensemble de cycles, c'est comme un ensemble harmonique dans un son, par exemple.
On peut très bien avoir un son complexe, qui peut être harmonieux ou pas, qui est constitué en fait d'harmoniques indépendantes. Alors le problème, disons, des planétaires, c'est que ce ne sont pas des harmoniques pures, comme des fréquences déterminées, parce qu'il y a en astronomie énormément de facteurs qui font dériver la position des planètes, ne serait-ce que par exemple, comme on est sur Terre, en fait la position de la Terre par rapport au Soleil. Il y a encore d'autres problèmes d'élongation des orbites, etc. Ça c'est Kepler qui a donné des lois qui expliquent, qui décrivent les mouvements planétaires. Mais on peut en résumant donner par exemple que oui, il y a la notion de cycle, mais que seulement un ensemble de cycles, c'est comme une harmonique dans un son complexe. Donc, oui, mais alors en plus ces cycles sont extrêmement longs. Ça peut être court dans le cas de la Lune et puis long dans le cas de Pluton, par exemple. Oui, enfin, donc vous êtes encore complètement dans le multiplication, dans le multiple. Bah, disons que non, on peut être à la fois donné et multiple. Vous ne proposez pas une lecture simple du monde et aux gens, donc vous êtes toujours dans l'extrême complication. Maintenant, je décris finalement un phénomène, c'est la notion de lecture, de proposition d'une simplification de l'astrologie pour les gens ordinaires. C'est une autre question dans ce cas. Alors ça aussi, ça dépend à qui s'adresse le discours astrologique. Ça s'adresse à monsieur tout le monde, ça s'adresse à l'astrologie pour les journaux féminins, ça s'adresse à l'astrologie. Malheureusement, il faut adapter son discours et ses moyens à qui on s'adresse. Je crois que je me suis mal fait comprendre. Quand je dis qu'il faut simplifier l'astrologie, c'est une façon de parler. Il ne s'agit pas de simplifier l'astrologie pour plaire au grand public, c'est de simplifier l'astrologie pour elle-même. Pour qu'elle se retrouve elle-même, pas pour plaire au grand public. C'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. J'ai trop simplement constaté qu'elle n'est même pas capable de fournir au grand public quelque chose, mais j'ai jamais dit que ce grand public faisait référence. Il est nécessaire pour elle-même et pas pour plaire à l'extérieur qu'elle fasse ce travail. Donc en fait, si vous voulez, vous pensez donc à une réforme, à une remise en question des fondements de l'astrologie. Pourquoi pas? Des fondements tels qu'on les... Une remise en question des relations entre astronomie et astrologie, entre astronomie et mythologie, entre astronomie et symbolisme zodiacal, et aussi, c'est un point qui pourra peut-être vous intéresser, l'importance, est-ce que l'astrologie est une science des signes, une science des planètes ou une science des aspects? C'est tout ça à la fois. Oui, écoutez, merci de l'expliquer, monsieur. Merci. C'est comme finalement de dire, de nouveau, on cherche à séparer ce qui, dans le fond, est uni par relation organique. Alors, les planètes, on n'est pas là pour sortir des catéchismes sur ce qu'est l'astrologie ou pas. On est là pour réfléchir sur ce qu'elle pourrait être, ou ce qu'elle aurait dû être, ou ce qu'elle a pu être. Donc, effectivement, si je pose cette question, c'est pas pour... je ne suis pas un enfant, je ne suis pas en train d'apprendre l'astrologie en première année, monsieur. Excusez-moi. Donc, essayons de nous respecter mutuellement, ça serait déjà pas mal. Alors donc effectivement, si je pose cette question, c'est pas par ignorance de l'astrologie et que vous allez m'expliquer moi ce que c'est que l'astrologie. Bon, d'accord. Alors donc je pose la question parce que cette question se pose. Si on prend par exemple le cas de Jean-Pierre Nicolas, par exemple, où il a passé énormément de temps à redéfinir ce que sont les signes zodiacaux, à redéfinir ce que sont les planètes, en disant que c'est peut-être là que le problème se posait. Bon. Mais en réalité, la notion qui me paraît la plus féconde, c'est la notion de combinatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas la nature intrinsèque de la planète ou la nature intrinsèque du signe qui est importante, mais c'est la combinatoire entre les facteurs. Bien sûr. Bon, alors mais oui, c'est tout à fait différent. À ce moment-là, ce qui est important, et d'ailleurs dans le cycle, etc., c'est un peu ce qu'on dit aussi. Donc en fin de compte, même André Barbeau l'a dit aussi, quand il dit, par exemple, quand dans son indice cyclique, il dit que il faut pour tenir compte de la concentration des planètes ou de leur dispersion, il ne tient plus compte de la planète. Il ne dit pas telle planète ou telle planète, il dit les planètes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où on peut aussi réfléchir comme ça. On peut réfléchir en disant, ce n'est pas... Et d'ailleurs, regardez ce qu'a fait Kepler, c'est exactement ce que Kepler, il a dit, l'astrologie, ce sont les aspects. C'est-à-dire qu'il a dit, on va multiplier, on va enrichir la théorie des aspects, mais en revanche, on ne va pas tenir compte de la symbolique zodiacale planétaire. Donc il a dit, on va travailler sur les aspects, on peut les multiplier, mais on va avoir quelque chose de simple, et la question sera de proposer. Prenez le cas, par exemple, d'Uranus, qui est un cas tout à fait amusant. Uranus, on lui dit, c'est la planète du changement. Comme si la notion de cycle n'intégrait pas déjà celle de changement, voyez-vous. C'est déjà quelque chose de très bizarre dans la définition même de l'astrologie contemporaine. Comme si il est évident que dès qu'il y a un changement de phase, c'est quelque chose déjà de l'ordre de l'uranien. On n'a pas besoin d'Uranus pour nous dire que c'est du changement. C'est la phase qui est du changement, c'est pas une planète X ou Y. Donc voyez-vous jusqu'à quel point on a perdu le contact avec les aspects pour ne plus fonctionner qu'à travers les planètes.
Mais en réalité, ce sont les aspects, et notamment les conjonctions. Ce sont les conjonctions qui sont les signaux les plus forts, et après les aspects qui déclinent qui conjuguent cette configuration. Donc là, il y a aussi un autre type de recherche, et notamment, alors c'est un autre sujet que je vous suggère, qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres, ça vous peut-être par exemple, les étoiles fixes par exemple. Alors, en effet, il y a des étoiles fixes, 4 étoiles fixes royales en particulier. Il est clair que je m'y intéresse dans la mesure où, par exemple, il y a une conjonction d'une étoile fixe, d'une détermination des intérêts, par exemple. Comment, par exemple, un individu qui a eu un destin qui peut être différent des autres, alors qu'il a un thème parfaitement ordinaire, par exemple. Et souvent, on peut avoir une relation, une conjonction, un aspect particulier d'une étoile fixe. J'ai vu, par exemple, pour cet exemple-là. Donc, ça, c'est clair que les étoiles fixes sont ignorées par un certain nombre d'astrologues. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être qu'il y a, je ne sais pas si c'est un effet de mode, mais au principe, c'est vrai que ce sont des facteurs qu'on ne peut pas négliger. Je vous signale, M. Winkelmann, à propos des étoiles fixes, que l'apparition des planètes, la prise de conscience des planètes, s'est faite par opposition aux étoiles fixes. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que tout n'était pas fixe, il y avait des planètes. Donc cette logique, cette dialectique entre planète et étoile fixe, elle est à l'origine même de la pensée astrologique. C'est-à-dire que si l'astrologie a privilégié les planètes, c'est justement en dialectique par rapport aux étoiles fixes. Et il est intéressant de voir que cette dialectique planète-étoile fixe, pas seulement dans le thème, mais au niveau cyclique, elle a été évacuée. Voilà un exemple qui devrait quand même nous interpeller. Qu'est-ce qui a fait que quelque chose d'aussi fondamental dans l'émergence même d'une astrologie planétaire, avec l'idée de quelque chose de fixe, c'est-à-dire de retour sidéral, prenons un exemple très amusant, vous pouvez le tenir, le cas des Saturnes, par exemple. Regardez, si on regarde Saturne, au niveau de sa révolution sidérale, il a une révolution qui est tout à fait cohérente par rapport à celle de la Lune, par exemple, c'est-à-dire les 30 jours, etc. Au niveau de la loi de Bott aussi, c'est cohérent. Mais dès que vous combinez Saturne, non pas avec une étoile, mais avec une planète, vous n'avez plus ce numéro 30. Vous allez avoir 20 ans quand il est combiné avec Jupiter, vous allez avoir 36 ans quand il est combiné avec Neptune. Donc au lieu d'avoir un chiffre précis pour la planète, vous allez avoir 10 chiffres précis à chaque fois que Saturne sera combiné avec une autre planète. Donc la structure numérique n'est possible en astrologie, et les analogies numériques ne sont possibles que lorsqu'on relie la planète avec un point sidéral et non pas avec une autre planète, puisque par définition notre planète elle ne va pas rester au même endroit. Donc là il y a un déséquilibre majeur de la pensée astrologique du fait qu'elle ne tienne pas compte de cet élément pourtant dialectiquement essentiel à l'origine de l'émergence même de l'astrologie, à savoir l'opposition entre le fixe et le mobile. Et ça, quand même, ça devrait nous interpeller, monsieur Winkelmann. On devrait se poser des questions, savoir est-ce qu'on devrait être si content de nous et si évidemment. Et cette dialectique, et moi je dirais à la limite que l'astrologie tout à l'heure n'est pas assez dialectisée. Je disais non seulement elle a perdu cette dialectique entre la planète et l'étoile, mais elle a aussi perdu cette dialectique entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'elle a perdu cette dialectique d'opposer la conjonction, par exemple, avec l'opposition ou avec la dispersion des astres comme proposé Barbeau. Et d'ailleurs l'intérêt au niveau de l'astrologie française, c'est d'opposer Nicolas à Barbeau. Nicolas qui lui a privilégié la définition des planètes et la définition des signes, et Barbeau qui lui a privilégié, du moins dans ses travaux sur l'astrologie mondiale, les aspects par rapport à la nature même de la planète ou à la nature même du signe. Donc là, il y a vraiment deux options que l'astrologie française a développées au XXe siècle et qui correspondent donc et effectivement, si on veut se référer à Kepler, qui est le grand réformateur, ou du moins le grand astronome qui voulait aussi réformer l'astrologie, mais qui, contrairement à ce que pourrait penser M. Winkelmann, ne confondait pas astrologie et astronomie, et ne croyait pas que ses travaux astronomiques avaient forcément une incidence sur l'astrologie, et qui comprenait bien qu'il fallait travailler à la fois sur une réforme de l'astrologie et à la fois sur une réforme de l'astronomie, et que c'était pas la même chose, et que c'était pas du tout les mêmes principes. On voit bien chez Kepler que quand il travaille à une transformation de l'astrologie, il ne se sert pas de sa capacité de réformateur de l'astronomie. Ce sont deux plans totalement différents, et même Ptolémée le disait déjà. L'astrologie et l'astronomie, ce sont des choses séparées. Quelles étaient il y a une sorte de... Moi je dirais que l'astronomie, quelque part, est au service de l'astrologie. C'est-à-dire qu'elle lui a fourni des matériaux, et à l'astrologue de déterminer parmi ces matériaux ceux dont il a besoin, ceux dont il a envie. Il n'a pas à prendre tout ce que... Et ça c'est intéressant, alors je dirais, au niveau prévisionnel,
parce que, je vous laisse la parole immédiatement. Alors, en fait, j'allais dire que dans toute étude de l'astrologie, comme dans toute science, il y a essentiellement deux moyens. Moyen que je peux qualifier de jupitérien, moyen saturnien. Le jupitérien, c'est ça un théoricien. Ça veut dire qu'il va chercher en fait à étudier ou éventuellement à réformer une discipline par un travail spéculatif, intellectuel. Par exemple, en utilisant des démonstrations, en utilisant la logos, la raison. Excusez-moi, je peux poser l'appareil une seconde Oui, bien sûr. Parce que là, alors je disais en fait qu'il y a essentiellement donc, comme dans toute science, deux méthodes d'approche, que ce soit donc pour l'étude ou pour éventuellement une éventuelle réforme. C'est une méthode qu'on pourrait qualifier de théorique, de jupitérienne, et une méthode plutôt empirique, saturnienne. Alors le jupitérien, disons, cherchera plutôt à faire une réforme de l'astrologie, de son fondement théorique, par le biais justement du logos, de la raison, de la réflexion, de la comparaison, tandis qu'un astrologue, par exemple, Barbeau, est beaucoup plus pragmatique et empirique qu'un astrologue, par exemple, jupitérien, dans la mesure où, en fait, qu'à l'époque, j'étais rendu compte que les méthodes prévisionnelles qui étaient des années 40 ne marchaient pas. Par exemple, il travaillait par ingresse. Ça veut dire, par exemple, il prédisait pour une saison, par exemple, tirer le thème à l'entrée par exemple, du soleil à 0 bélier, et puis s'était rendu compte que les méthodes classiques ne marchaient pas. C'était un échec, et puis s'était demandé, mais dans le fond, qu'est-ce qui marche? Et puis il s'était intéressé après au cycle planétaire, c'est-à-dire comparer les événements historiques avec quelque chose. Et il essayait plusieurs méthodes jusqu'à trouver que les cycles planétaires jouaient. Il a montré par exemple pour l'Union soviétique, il a montré par exemple pour les États-Unis quels étaient les cycles qui entraient en ligne de compte. Donc par exemple, des événements historiques avec des cycles. Ça c'est une démarche beaucoup plus empirique. Par exemple, une pure théorie. Les deux sont valables simultanément. Ces deux approches, et il devrait y avoir de nouveaux dialectiques entre les deux. Ça veut dire que les travaux du théoricien doivent être revus par la pratique. Donc je disais en fait qu'il devrait y avoir dialectique entre les deux méthodes, comme il y a en science, comme il y a en physique, savoir que le travail des théoriciens doit être revu par la pratique, par l'expérience typiquement, et puis le produit d'expérience, les résultats de l'expérience devraient en fait nourrir la théorie, la corriger ou la conforter. Donc on devrait avoir les deux mécanismes. Ça veut dire de dire pourquoi pas une réforme radicale, et puis par exemple de s'intéresser au cycle planétaire en fonction des étoiles fixes, ce qui est ce qui a été fait, et puis c'est de dire maintenant dans la réalité, par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme type d'événements, par exemple personnels ou collectifs qui correspondent à ces cycles, et de voir si oui, et puis comment est-ce que ça peut amender, comment est-ce qu'on peut amender éventuellement une théorie. Ça c'est une question de rapport dialectique entre théorie et pratique, et c'est aussi vieux que la science. Donc c'est vieux que en tout cas toute discipline digne de ce nom. Il y avait peut-être que les Grecs qui étaient purs spéculateurs, et peut-être maintenant une physique beaucoup plus contemporaine du 19e siècle, on s'intéressait aux résultats de l'expérience. Par exemple, la théorie n'intervenait pas, c'était uniquement la valeur chiffrée d'une constante qui intéressait les physiciens. Mais alors la dialectique, moi je vous suis assez bien quand on parle de dialectique, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je vois une dialectique au niveau de la lutte des classes. Par exemple, tout à l'heure je disais que l'astronomie était au service de l'astrologie. Vous savez qu'à un certain moment, il y a des prises de pouvoir, c'est-à-dire des rapports de force, c'est-à-dire que celui qui est fournisseur, par exemple, si on prend par le cas du pétrole, par exemple, à un moment donné, le producteur de pétrole veut imposer sa loi au monde entier. Donc il y a des moments où celui qui occupe un certain créneau utilise ce créneau pour faire la loi. Bon. Et il faut savoir résister à ce processus-là. Par exemple, là, on voit bien, dans le cas des rapports entre astrologie et astronomie, qu'à un moment donné, c'est l'astronomie qui devrait être à une place relativement modeste, c'est-à-dire le fournisseur de données, qui impose sa loi à l'astrologie, qui lui dicte ses décisions, qui lui dicte ses verdicts, qui lui dicte ses oracles, et l'astrologie qui finalement... etc. Et puis il y a des moments, effectivement, où il y a cycliquement un renversement. C'est-à-dire qu'à un moment, celui qui est sous le coup des dictates de celui qui devrait rester à une position relativement subalterne, se révolte et dit ça suffit, on ne va pas continuer à être sous la domination de tel fournisseur, de tel type qui se contente gentiment de noter tout ce qui se passe et puis qui vous dit voilà, c'est moi qui sais tout, etc. Et voyez-vous, donc finalement, paradoxalement, c'est à l'astrologie elle-même parfois de passer par des périodes de ressaisissement où elle ne peut plus continuer à fonctionner d'une certaine manière parce que ça va trop loin. C'est-à-dire qu'elle doit prendre ses propres décisions, ses propres responsabilités, déterminer quels sont ses propres intérêts et ne pas se sous-traiter et dépendre d'une instance qui a sa propre logique et a ses propres intérêts. Alors, je dirais aussi que l'astronomie n'invente pas les planètes, elle est censée les découvrir. Que, par exemple, un astronome ne peut pas dire j'invente une planète et puis je l'impose aux astrologues.
Ça c'est bien clair. C'est que Non, mais l'astrologue s'est mis spontanément sous le joug de l'astronomie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, il n'y avait vraiment pas de fracture entre l'astronomie et l'astrologie. Un astronome était astrologue. C'est après qu'il on vient de remettre en question cette évidence, monsieur. Oui. Ça fait 1 heure qu'on dit que ça n'est pas vrai, cette affirmation. Ben, c'est-à-dire que... C'est vrai dans ce que vous avez appris, mais ça n'est pas... C'est très contestable, en fait, cette affirmation. Je croyais l'avoir expliqué assez longuement. Écoutez, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord. Dans l'ancien temps, c'est vrai que les deux étaient... on ne va pas prendre l'avis d'historiens qui ont écrit ça il y a 200 ans et qui sont vraiment dépassés. Mais non, ça c'est pas dépassé du tout. Il y a à un moment donné, en effet, il y a eu un divorce entre l'astronomie et l'astrologie. Ça, c'est certain. Mais, je veux dire, autrefois, c'était les deux étaient ensemble. Un astronome était astrologue. C'était même payé pour être astrologue. On va revenir. Alors, vous voulez qu'on revienne sur ce point qui apparemment, cette affirmation, cette évidence qui n'en est pas du tout une. Et je croyais qu'on avait passé toute la soirée à parler du fait que ça n'était pas une évidence. On n'a pas parlé toute la soirée de ça, mais admettons que vous ayez raison pour simplifier les choses. On a dit que justement, non mais je comprends que dans votre discours ce soit incrusté comme ça, mais ça a été discuté, ça a été débattu. Kepler était astrologue, par exemple, Kepler était astrologue. Mais justement, mais vous avez pardon, on vient de dire que Kepler n'avait pas du tout traité l'astrologie comme il avait traité l'astronomie. Je n'ai rien, pas ni les Grecs ni Kepler. Est-ce que, si on voulait vraiment se battre, est-ce que vous lisez le cunéiforme? Comment? Vous lisez le cunéiforme? Bon, écoutez. Alors moi je m'en vais et puis je vais regarder mon machin à la télé. Comment? Est-ce que vous lisez le cunéiforme dans le livre? Vous lisez le cunéiforme? C'est vrai que, est-ce que vous êtes capable de me répondre oui ou non? Je comprends. Écoutez, est-ce que vous lisez le cunéiforme? Bon, écoutez, je vous laisse faire votre argument. Si vous croyez que c'est un argument intelligent, vous le continuez, d'accord? Je vous pose une question. Non, mais je ne sais pas répondre à la question. Cette question n'est pas pertinente, ça n'a aucune importance. Mais pour moi, elle est pertinente. Bon, d'accord. Alors moi, je suis donc. Si vous voulez, moi je suis. Monsieur, dame. Bon, moi j'ai un doctorat en études orientales, si ça vous le savoir. Je peux vous donner mon diplôme. Restez avec un dingue. Voilà. Non, mais on va recommencer. Alors là, il est tout content, le type. Maintenant, je sais pourquoi une opposition a plus de temps. Vous allez visiter Monsieur Labouré. Il existe, qui avait pu exister. Ça ne change rien. Il y a un divorce aujourd'hui qui est bateau entre l'astronomie et l'astrologie. Ça, c'est certain. Il ne faut pas le remettre en question. Il y a peut-être des astronomes qui pratiquent l'astrologie, mais ils ne vont pas s'en vanter. Et même leur carrière, leur chaîne universitaire, elle peut être mise en question. Ils ne vont pas le faire. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que l'astrologie peut-elle, en fait, se remettre elle-même en question et disons, prendre son autonomie par rapport à l'astronomie. Mais je réponds oui, c'est bien ce qu'elle fait. Mais de dire l'astrologie comme si c'était quelqu'un. L'astrologie, elle peut être mise en question par les astrologues eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme instance astrologie qui pourrait éventuellement faire le poids? Chaque astrologue, finalement, il est dans son coin, et puis il a certains praticiens qui ne veulent pas savoir. Eux, ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont une méthode qui marche, leurs clients viennent, ils sont contents, ils ne vont pas chercher plus loin. D'autres, au contraire, sont d'accord d'en mettre en question. Mais, de nouveau, chacun tire la charrue dans son sens. Ça, c'est certain. C'est ça d'autres problèmes. On ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois, créer une instance, etc. Bon, chaque chose à son temps, vous avez tout à fait raison, bien évidemment. On l'a dit tout à l'heure, comment vous... mais sur le point sur lequel, apparemment, vous revenez, c'est-à-dire la question des rapports entre astrologie et astronomie. Là, il y a un mythe. Il y a un mythe, même qu'il y a un mythe concernant le fait que Colbert ait interdit l'astrologie, etc. Ce sont des lieux communs. Vous savez, les astrologues, je ne veux pas être méchant, mais les astrologues sont souvent des pseudo-historiens, des pseudo-savants, qui véhiculent des pseudo-connaissances qui n'ont aucune valeur, en fait, pour entrer. Bon, c'est tout, c'est des connaissances. Quand on fait de l'astrologie, on croit qu'on acquiert une énorme culture parce qu'on a fait de l'astrologie. En fait, ce sont des bribes de culture qui sont souvent complètement éculées, d'ailleurs, qui n'ont plus aucune... Non, les rapports entre l'astrologie n'a jamais, à moins de jouer sur les mots, n'a jamais été réductible à l'astronomie. Ça n'a jamais été le cas. Mais je l'ai dit tout à l'heure, l'astronomie a fourni à l'astrologie des données. Ici. Comment? Qui dit le contraire ici? Personne qu'il y avait un lien entre les deux. Mais il y a même il est clair dans le sens que l'astronomie fournit en effet des outils mathématiques, fournit par exemple des descriptions planétaires aux astrologues. Mais il est clair que c'est le lien. C'est bien un divorce. Attention, il y a deux choses très importantes qu'il faut voir là-dedans. Il y a une confusion qui est nette, faite entre l'astrologie en tant que, disons, rapport macrocosmique et puis l'astrologie encore, je dirais, en tant que fait social. Et comme l'astronomie, par exemple, les méthodes mathématiques qui sont utilisées par les astronomes, et puis l'ensemble du corpus des astronomes eux-mêmes, leurs habitudes, leurs croyances, leurs messages, et tout ce genre de choses-là. On voit de quoi on parle. Alors, quand je dis, par exemple, qu'il y a autonomie entre l'astronomie et l'astrologie, j'entends que l'ensemble de la communauté des astronomes, sauf exception, rejette le travail, rejette
les systèmes de pensée des astrologues. Ça, c'est une chose. C'est l'ensemble de l'astrologie sociale, dans ce cas. L'ensemble de la communauté des gens qui se réclament d'une telle communauté. Mais de dire l'astronomie en tant que discipline intellectuelle, en tant que corpus de savoir, fournit, il est clair, des méthodes mathématiques aux astrologues. Quand on parle d'astrologie, il faut voir de quoi exactement on parle. De nouveau, quand vous dites fourni, c'est un peu sur le mot fourni. Fourni, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs façons de comprendre l'expression fournir. Il y a une expression, parce qu'on peut jouer sur les mots. Fourni, ça veut dire je vous donne des trucs et vous devez les utiliser. Non. Alors elle met au mieux à sa disposition des éléments dont l'astrologie décidera ce qu'elle en fait. On est bien d'accord? Bon. Hein? Bon, alors donc elle ne fournit pas au sens de voilà, c'est à vous de faire le boulot. Il n'y a pas de rapport hiérarchique entre les deux. Non, parce que l'astrologue se moque de ce que fait l'astrologue. Ah ben, je ne vous le fais pas dire. Voilà. Et donc finalement, donc c'est bien ça. Donc effectivement, il faut s'émanciper, il faut divorcer avec l'astronomie. Ou plus exactement, il faut la remettre à sa juste place, à sa juste position. On voit bien qu'elle a dépassé les besoins. Et comme vous dites très justement, ce ne sont même pas les astronomes qui sont responsables de ça. Parce qu'eux-mêmes, ils ne l'ont même pas voulu, c'est ça le plus drôle. C'est-à-dire, ça ne peut même pas dire que les astronomes ont voulu forcément obliger, ils n'ont pas obligé les astrologues à utiliser les nouvelles planètes par exemple. Ils n'ont pas obligé, c'est les astronomes par fascination qui ont, comme dirait Madame Tessier, par fascination par rapport à l'astronomie, qui ont décidé de se mettre à la traîne de l'astronomie. Mais je veux dire, c'est pas les astronomes qui en sont responsables, ce sont les astronomes eux-mêmes qui ont fait ça. On leur a rien imposé aux astrologues. Mais c'est-à-dire, en fait, on ne peut pas dire que les astrologues se sont nécessairement mis à la traîne. C'est vrai qu'il appartient à chacun, l'astrologie ou les astrologues, comme si c'était un corps unique, en fait, un ensemble d'individus qui obéissaient au même principe de la loi. Personne, que ce soit en tant qu'astrologue, professionnel ou chercheur ou simple curieux, est obligé d'utiliser. Ça c'est clair, par exemple, qui utilisait les aujourd'hui? Non, les choses se sont passées comme ça. Au 19e siècle, les astrologues anglais ont décidé, à la néo. Non, au 19e siècle, bien avant la néo. La néo, c'est 1900. Ce sont eux, alors qu'en France, on refusait ces planètes, outre-Manche, on a progressivement décidé de les intégrer dans l'astrologie. Et progressivement, ça s'est étendu, effectivement. Mais ça, même les Indiens ne les acceptent pas. Donc, personne n'a dit que c'était toute l'astrologie qui les avait intégrés. Et on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. De même que, par exemple, pour prendre d'autres exemples, parce que moi je travaille dans le domaine transdisciplinaire, on n'a pas obligé les Français à utiliser des mots anglais, par exemple. Pas obligé. C'est parce que ça fait référence. Aujourd'hui, on voit bien que pour beaucoup d'astrologues, l'utilisation de l'astronomie, c'est un gage de modernité. Hein, c'est un gage de modernité. C'est-à-dire qu'ils disent, vous voyez, on était moderne puisque on tient compte des nouvelles planètes. Donc, on voit bien que c'est une espèce d'instrumentalisation de l'astronomie par les astrologies parce que ça leur permet de donner l'impression qu'ils se réforment. Alors qu'en réalité, ils ne se réforment pas véritablement. Ils se réforment sur les marges en tenant compte de nouvelles planètes, mais ils ne se réforment pas sur l'essentiel de leur discours au niveau des maisons, des zones, etc. Donc, c'est-à-dire, ça engage les astrologues à se casser la tête dans des directions qui ne sont pas fondamentales pour l'astrologie. Disons, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre et la France ont des traditions intellectuelles différentes. En Angleterre, on est beaucoup plus pragmatique. En France, disons, on attache beaucoup plus d'importance, je dirais, au fondement théorique des choses, ce qui n'est ni bien ni mauvais. On peut dire que c'est une tendance qui se dégage. En France, on est beaucoup plus rationaliste, en Angleterre, beaucoup plus empiriste. Si vous voulez, pour moi, que du moment qu'on constate qu'un fait existe, par exemple, on dit qu'une planète, on la découvre, elle semble demeurer dans le ciel, on peut dire qu'elle a une certaine existence, qu'elle a une présence constante dans le temps. Que ce soit par la pratique ou par la théorie, de nouveau, ces deux méthodes sont valables. La théorie dira, par exemple, le théoricien dira, maintenant qu'elle existe, je peux me poser la question, comment est-ce que je peux d'abord la nommer, la décrire, et puis de voir si je peux l'intégrer dans un système théorique qui existe. Un praticien prendra le problème exactement de manière contraire. Il y a une sorte de c'est vrai qu'il y a, vous avez raison de le dire, il y a une certaine... Alors, vous pouvez poursuivre. Voilà, donc je disais au fait que
dans le cas de l'astrologie, comme dans toute autre discipline, il y a un rapport dialectique de la théorie et la pratique, il y a des théoriciens et des praticiens, même par exemple en astronomie, il y a des très bons observateurs qui sont de mauvais théoriciens, et au contraire des très bons astrophysiciens qui ne valent rien derrière le télescope. Donc à mon avis, les deux approches devraient être complémentaires. Donc bien sûr qu'il y a une lutte entre eux, c'est certain. Mais je voudrais redonner la parole à M. Bianchi, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'un débat qui est constant, c'est à certain moment, le praticien de l'astrologie dit c'est moi qui vais dire si l'astrologie est vraie ou fausse, c'est moi qui, au niveau des résultats que j'obtiens sur le terrain, va valider ou pas l'astrologie, et en fait, le théoricien, de toute façon, à partir du moment où moi j'ai des résultats, on en a rien à foutre du théoricien, parce que ce sont les résultats, ils sont là. Alors à quoi ça sert la théorie? Elle ne va pas changer mes résultats. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes d'accord pour considérer que le praticien ne peut pas affirmer qu'il valide un résultat qui, sur le plan d'un savoir qui, sur le plan théorique, est complètement confus, par exemple? Il faut que le praticien fasse confiance au théoricien. Oui, ben voilà, c'est la vraie. Les deux sont en porte-à-faux à ce moment-là. Si on a un théoricien, si on a un praticien qui utilise des outils, enfin des planètes et des maisons sans vraiment se poser la question de savoir est-ce que ces paramètres-là sont fondés, et le théoricien dit ils ne sont pas fondés, prenez vos précautions, il faut les refaire, on a un conflit. Mais c'est le théoricien, il est plus dans le flou, alors que le praticien, lui, en tout cas ça a été mon cas, constate, bon gré mal gré, que ça colle. Alors voyez-vous, donc là, c'est ça qui est déroutant. Vous apportez des outils théoriques de base dont il aurait besoin, par exemple, pour mener sa recherche. Et puis c'est vrai que, par exemple, dans le cas de la science contemporaine, qui est une science essentiellement quantitative, on a un outil fantastique qui s'appelle les mathématiques, qui permettent de faire ça. Donc, soit à titre d'analyse numérique, par exemple, on travaille directement avec les nombres, soit alors sous forme, disons, d'un langage symbolique, c'est une mathématique symbolique. Dans le cadre de l'astrologie, qu'est-ce qu'au théoricien, par quels moyens pourrait-il développer un langage, un outil intellectuel qui lui permettrait en fait de pouvoir décrire dans le fond, de manière disons rationnelle ou raisonnée en tout cas, les qualités propres qu'on est censé attendre des déterminations astrologiques. Ça c'est une bonne question. Et puis c'est vrai que pour l'instant on utilise des qualités qu'on attribue aussi, qu'on connaît déjà, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé encore de langage qui soit suffisant pour pénétrer l'intérieur de la structure qualitative qui transparaît au travers de des manifestations, par exemple planétaires ou des manifestations des déterminations astrologiques. On n'a pas encore trouvé à mon avis. Peut-être que ça existe, mais il faudrait le faire, et ça c'est difficile. Donc c'est bien qu'il y ait une sorte de dialogue entre théoriciens et praticiens, mais il faut rétablir effectivement il faut que dans ce dialogue à trois voix, qui est celui du théoricien d'astrologie, de l'astrologue, astronome, qui veut à tout prix que l'astronomie détermine l'astrologie, et du praticien qui veut à tout prix que sa pratique détermine l'astrologie et la théorie astrologique, il faut qu'il y ait une sorte de rééquilibrage et qu'il fasse, alors qu'il est la question de savoir dans ce rapport à trois parties qui va l'emporter à un moment donné. À mon avis, il serait peut-être temps que le théoricien de l'astrologie se fasse entendre et ne soit pas soumis à des personnages qui malgré tout sont ce que j'appellerais des personnages ancillaires, c'est-à-dire des personnages qui sont, le praticien il est au service de la théorie astrologique, l'astronome il fournit des éléments à l'astrologue, mais en aucune façon l'astrologue n'a à se soumettre à la loi ni du praticien, ni de l'astronome. C'est un domaine qui est séparé. Le théoricien peut dire que je travaille dans un domaine séparé. Mon intérêt n'est pas la pratique. Il peut le faire à titre accessoire, éventuellement, soit pour des raisons tout simplement financières, soit tout simplement à titre de compagnie. Il peut très bien dire que l'astrologue théoricien peut travailler seul et puis développer sa technique, développer ses outils en toute indépendance. Mais beaucoup, par exemple, dans les sciences classiques, les sciences contemporaines, le font. Des théoriciens purs qui travaillent, leur seul outil de travail, c'est une feuille papier et un crayon. C'est tout. Puis maintenant des ouvrages référencés, c'est tout. Et à un certain moment, malgré tout, leurs travaux, si on regarde toute la science grecque, on sait très bien que la science grecque, elle s'est développée à partir de la mathématique, à partir de la géométrie. Oui. Et à un moment donné, voilà. Donc, est-ce que vous avez encore un peu de temps ou de patience pour qu'on continue la discussion, ou vous voulez qu'on s'arrête là? Non, on peut continuer. Vous avez encore assez d'énergie? Moi, je dois partir. Vous avez une rentrée à Sion. Donc je propose qu'on continue la discussion avec Monsieur Gros.
Comment Bon, on peut continuer, Oui. mais disons que bon, je vais peut-être aussi m'en aller après. Mais c'est vrai que se pose la question, disons, de la notion, disons, justement, d'astrologie théorique ou d'astrologie théorique pure, qui peut tout à fait concevoir, disons, de travailler dans cette voie-là. Mais de nouveau, se pose la question quels sont les moyens, quels sont les outils intellectuels qu'il faudrait développer ou Il y comment aurait une autre obtenir. solution, ce serait peut-être que nous puissions nous revoir tous les trois un autre jour. Peut-être, ouais. Moi je veux bien continuer, mais je veux dire que si nous sommes là, nous avons quand même démarré un truc qui est quand même. Est-ce que vous seriez d'accord, Monsieur Bianchi, pour que nous ayons une nouvelle